T'as produit pour Jay-Z, pour Rick Ross, pour Lil Wayne, et je sais que pour toi... Plusieurs fois. C'est plusieurs fois, je l'adore. C'était pas un coup, tu vois. C'était pas un coup. En toute humilité, mais quand même. Tu vois. Plein de fois. Mais, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir cliqué sur ce contenu d'analyse de l'actualité du rap francophone. Ça nous fait plaisir. Bienvenue dans le code review numéro 48. 48 comme qui? Eh bien oui, nous avons trouvé un footballeur, un joueur avec un nom qui a l'air inventé. Christopher Petrov Popov, a.k.a. Chris Popov. Incroyable. Tu le connais? Non. Ah, ouais, ça m'a fait peur. Qui, comme son nom l'indique, est du Pays de Galles. Ah oui, Et oui, et c'est son numéro dans son club de Leicester, même s'il était prêté en division inférieure, mais il a eu le 48 à Leicester, donc ça marche. Mais 48, c'est également 2 fois 24. C'était qui 24? Kobe. Kobe comme quoi? Comme la paire que Tariq a au pied, que vous ne pouvez voir, mais qui est impressionnant. Voilà. 24 aussi comme la fève. Bien sûr. Aussi. Tout est lié. Aussi. Tout est lié. Tout est lié. Aujourd'hui, bien sûr, vous l'avez vu, on a un invité, mais on va le présenter juste après. Moi, je suis comme d'habitude avec le duo le plus iconique depuis la doublette de milieu au FC Porto en 2004. Sandra Deco Gomez et Raphaël Maniche Dacruz. Comment ça va? Ravi. Bon, alors là, parfait. Ravi. Ah, ouais, c'était la belle époque. Hein. Les surnoms sont luxueux, pour Ouais. faire une autre référence à monsieur qu'on a là. Tout à fait. Justement, nous avons un invité de prestige, beatmaker, producteur, pianiste, hitmaker, multidécoré, des flammes au Grammy. Mais un mec qui a su rester simple, hein, et qui malgré le succès joue toujours au basket au stade du Moulin Neuf d'Aulnay-sous-Bois. Tariq Azouz est avec nous. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bah très bien, on est heureux de t'avoir vraiment. Merci beaucoup, ça me fait plaisir aussi. Ouais. Je remarque aussi quand même une DA commune par rapport à ta première venue dans le code. Et c'est marrant que tu le notes parce que je n'en ai même pas parlé en plus. C'est la première chose qu'elle m'a dit en arrivant. Donc tu viens pour le projet qui s'appelle Chaque Jour. Ouais. Alors on va parler bien sûr de ce projet, de toi, ton actualité. On va pas forcément revenir sur tout ce que tu as fait, parce qu'on l'a déjà un peu fait dans le code et tu as déjà eu l'occasion d'en reparler, mais notamment sur ce que c'est de sortir un projet en tant que beatmaker, le rôle du producteur aujourd'hui. Mais avant ça quand même, on va peut-être revenir sur des dates un peu clés. Sandra, pour ceux qui ne connaissent pas encore Tariq Azouz, il y en a. 5 dates clés peut-être Bien sûr, pour le rappeler. Alors, pour résumer la carrière en 5 dates clés, tu commences en 2010, tu démarres le beatmaking de manière un peu sérieuse, en parallèle des études, et ton premier placement, si je ne me trompe pas, c'est pour Gandhi. Exactement. Un rappeur belge, Très une important. figure très importante pour le rap belge. Ouais. Ensuite, en 2014, ça va assez vite, tu rencontres Street Runner, un producteur de Miami, qui va devenir un proche collaborateur à toi et qui va aussi t'ouvrir des portes aux US, ce qui va devenir important. Et en 2015, ton premier placement pour Lil Wayne, tout simplement. Exactement. Sur le morceau Street Chains, avec un son qui devait être sur l'album et qui finalement se retrouvera sur la réédition, je crois, dans les Alors non, morceaux bonus. c'est sur l'album, mais c'est une semaine après. Une semaine après, voilà, il ajoute ce C'est vrai que morceau. maintenant ils font ça, souvent les Américains, c'est qu'ils font des sortes de rééditions, Ouais. enfin des ajouts de morceaux Ouais. une semaine après la sortie. C'est très fréquent là-bas. Morceau bonus. En 2020, Grammy Award, comme Mehdi le mentionnait, pour le son Higher de DJ Khaled, Fit Nipsey Hussle et John Legend, un des derniers morceaux de Nip. Ouais, absolument. Et en 2025, on est 15 ans de musique et tu sors ton premier album aujourd'hui, à chaque jour. Voilà, avec un casting énorme dont on va parler sûrement. Exactement. Ça te va? Est-ce qu'il y a d'autres dates, une date qui semble marquante? Ou évidemment, il y en a plein, mais je veux dire, ça permet de dresser un portrait assez fidèle, je pense, de ce qui s'est passé sur ces 15 dernières années. Non, je trouve que c'était très bien. Il y en a plein d'autres, on peut toujours en rajouter. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, Bien là, sûr. Les moments clés, on va dire. Moments, vraiment cruciaux. Ouais, God It, c'est un moment clé Voilà, aussi. j'allais dire, il y a peut-être God It avec le live au Grammy quand même. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, on va en parler, mais on va commencer par parler peut-être de l'album, ton premier album, Chaque Jour. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus, je crois, en France, de mixtapes, de compiles d'albums de producteurs. C'est pas nouveau, mais disons qu'il y a peut-être une accélération ces dernières années. On peut citer Icaz Boy, qui a été important, Richie Beats l'année dernière, Kyo Itachi, Liele, que tu connais bien très récemment. Mais c'est vrai que toi, il y a peut-être, on a le sentiment, en tout cas d'un point de vue extérieur, qu'il y a une ambition, sans manquer de respect aux autres, mais peut-être encore plus grande dans le casting déjà. Il y a un côté très blockbuster. Dans l'annonce, dans la cover, il y a un truc très presque grandiloquent, prestigieux. Est-ce que finalement tu as envie de devenir le DJ Khaled français? C'est la première question que je te pose. Waouh. Non, en fait, sur le côté ambition, c'était vraiment une volonté de ma part de ne pas arriver sur la pointe des pieds. Ouais. Genre, les gars, je un suis peu en s'excusant, compo, en se désolé, je voudrais faire un projet. Je voulais vraiment, tu vois, jouer le jeu jusqu'au bout et arriver et imposer le truc au même niveau qu'un artiste rappeur, interprète, etc. Et j'ai même à mes yeux une responsabilité, enfin je me suis donné une responsabilité à ce niveau-là, d'avoir
une ambition, me dire ok les gars, on peut le faire à ce niveau-là, on peut faire mieux peut-être même que des artistes interprètes, que des artistes établis, je parle en termes de communication, en termes de visuel, etc. Et ouais, j'avais vraiment la volonté, comme tu dis, que ça soit ambitieux et que les gens ressentent cette ambition. Est-ce qu'il y a... Pardon, après je te... Non, bien sûr. Parce que par rapport à ce que tu dis sur le fait d'arriver presque comme, voire mieux que les artistes, tu sais, on a des producteurs stars aux États-Unis. Ouais. Bon, le nom le plus évident aujourd'hui, c'est Metro Boomin, qui est vraiment aussi connu, voire plus que les rappeurs avec qui il fait des albums. Et qui se met en avant. Exactement, qui joue le jeu des réseaux, qui monte sa gueule, qui s'habille bien, etc. Est-ce qu'il y a un peu ce truc-là en France de se dire, bon, c'est dommage que ça n'existe pas, ou peu. Tu vois, il n'y a pas de... encore en tout cas de producteurs stars, tu sais, dont le nom peut concurrencer celui de SDM ou Nino, n'importe quoi. Bon, déjà, quand je dis arriver mieux que certains artistes, c'est vraiment en toute humilité, c'est une volonté. Après, est-ce qu'on y arrive, ça c'est une autre question, mais je sais pas si c'est dommage, mais en tout cas, si des gens ou si des producteurs ont envie de le faire, je pense qu'il faut essayer de le faire. Tu vois, il faut juste suivre ses envies et essayer, mais effectivement, ça n'existe pas. Et c'est intéressant de voir aussi jusqu'où on peut aller, parce qu'il y a des gens très identifiés quand même. Tu vois, tu citais Icaz. Pour moi, c'est peut-être dans les projets de compo le truc le plus identifié, je pense. Je suis assez d'accord, ouais. Avec les Brutal, c'est ça. Une série, c'est presque une franchise, quoi, tu vois. Exactement. Et tu vois, même moi, c'est un truc que j'observe en tant que. Déjà, Icaz, on se parle souvent, mais c'est un truc que j'observe. Tu vois, comment lui il fait ses trucs, comment. Tu vois, je vois que sa DA, elle est bien léchée, elle est bien travaillée, etc. Et je pense que c'est peut-être lui qui pourrait s'approcher de ça le plus, mais en tout cas, ça reste loin de ce que Metro peut faire aux États-Unis. Bien sûr. Ouais, parce que Icaz, il est quand même discret, malgré ses projets. C'est ça, bien sûr. Et lui, c'est un choix aussi. Hein. Tu vois, moi, je suis arrivé avec une certaine DA, une certaine façon de fonctionner, et lui, c'est un petit peu l'inverse. Mais oui, et puis en plus, tu vois, Metro, il est affilié à des méga stars. C'est vrai. Depuis très longtemps. C'est vrai. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait beaucoup sa popularité. Tu vois, quand t'as un Futur qui le shout out toutes les tous les 3 morceaux, 2 albums ensemble avec leur nom côte à côte, bien sûr. Et ça, je pense que ça fait partie aussi du truc. Et moi, à titre personnel, c'est une volonté aussi de peut-être après pouvoir faire des albums en commun avec des artistes, gros ou pas d'ailleurs, avec des artistes. Et je pense que c'est la volonté d'autres producteurs. Je suis pas le seul, mais à mon sens, ça passe par ça aussi, pour installer un truc qui puisse concurrencer à notre échelle l'impact et l'aura qu'un Metro peut avoir là-bas, quoi. Sandra parlait de discrétion, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui qualifie, tu vois, les beatmakers qui pendant très longtemps sont pas nécessairement mis en avant, même s'ils pouvaient faire des interviews, c'est un exercice auquel tu te prêtes depuis quelques années. Là, tu disais à quel point tu avais envie justement de porter cet album, parce que c'est l'album à ton nom, c'est vraiment ton bébé. Est-ce que c'est aussi un challenge pour toi finalement aujourd'hui de te mettre encore plus en avant, tu vois? Pour tu vois, si tu deviens une marque d'une certaine manière, tu vois. Est-ce que c'est vraiment un challenge? Et je dirais pas te faire violence, mais il y a quand même un truc de il faut y aller, et c'est des trucs que j'ai jamais fait, tu vois. Et c'est vrai qu'on imagine les beatmakers toujours, peut-être à tort d'ailleurs, discrets, seuls chez eux dans leur studio ou dans leur chambre. C'est vrai que ça. Ils peuvent avoir une forme d'assurance, tu vois, mais d'un seul coup, c'est toi qui incarne, tu vois, tu deviens le vrai visage de ta musique, quoi, tu vois. Le challenge, il est dans le fait de créer une marque, comme tu as dit. C'est ça le challenge pour moi. Mais par contre, le fait de faire des interviews, de me mettre en avant, etc., c'est pas un truc qui est difficile. Tant que je reste moi-même, tant que je fais des choses qui me correspondent et qui me ressemblent, ça me pose aucun problème. Parce que j'ai jamais été dans le truc de je ne veux pas qu'on me voie. Ah non, j'ai jamais été dans ça. Et j'ai jamais été dans l'inverse de forcer non plus. Tu vois. Donc un peu une question d'intégrité aussi, de se dire j'ai pas envie de faire des choses, m'imposer des choses que j'aurais pas envie de faire. C'est 100% ça, et j'ai envie de, quand je me vois à l'écran, me reconnaître. Tu vois. À partir du moment où c'est ça, ça me va. Donc c'est pas difficile mentalement, psychologiquement. C'est pas un effort pour moi de venir et de faire ça avec vous, par exemple. Bon, ce casting, tu l'as un peu évoqué, Sandra, il est sexy. Merci. C'est vrai, faut le dire. C'était l'envie. Justement, comment toi, alors bien sûr, il y a la plupart des gens, tu travailles avec eux depuis longtemps, et puis d'autres non. Par exemple, Hamza, c'est une première collaboration, si je ne dis pas de bêtises. Officiellement, on a déjà bossé ensemble et tout, et puis on se connaît, mais c'est le premier morceau qui sort. Comment tu construis un peu ce casting? Il y a évidemment, je pense, des choses évidentes, les mecs que tu connais, genre La Fève, Tiako, et puis il y a d'autres gens. Comment ça se met en place un peu un casting comme ça? En vrai, ça se fait un peu au fur et à mesure. Même si j'ai des idées en amont, mais à partir du moment, et c'était dans les premiers morceaux où j'ai eu le Fève Hamza, où j'ai eu le morceau avec Tiako aussi. Ça met un standard en fait. C'est ça. C'est ça. En fait, ça met un standard et ça me donne aussi
ça me fait cocher des cases que j'ai plus à cocher. Oui. Parce que je voulais pas arriver avec uniquement des méga stars hyper identifiés. Mais par contre, mes gros morceaux avec ces mecs-là, je les avais à ce moment-là et je les ai eu dès le début. Donc ça, c'était cool. Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, même d'un point de vue sonore et musical. Je me suis dit, ok, là, j'ai ce single qui sonne comme ça, j'ai le Tchako, il sonne comme ça, j'ai un autre son avec Fev, il sonne comme ça. Je veux quoi maintenant dans cet album ? C'est quoi la suite de l'histoire que je suis en train de raconter ? Et en fonction de musicalement là où je voulais aller, je me disais, ok, ça avec Jola, ça serait mortel. Ok, ça, Dinos Dossé, ça tue. Là, je vais mettre Kalash Krimi. Là, je vais mettre Zequin. Et j'ai construit le casting comme ça en réfléchissant musique d'abord et en réfléchissant à qui pourrait s'adapter à ce que je cherchais à faire musicalement. Et petit à petit, voilà, le truc s'est construit comme ça. Et évidemment, avec la proximité que j'ai avec les gens. Oui. Ouais, parce que ça, c'est tu gagnes du temps. Oui, c'est important de le repréciser. Tu fais tout seul, en vrai. Il y a pas. C'est toi qui chapeaute ce projet-là aussi. Donc, il y a toute la partie prise de contact, organiser tout ça. Sur la partie artistique, ouais, la partie artistique, qui est le plus gros morceau. Ouais. Moi, j'ai juste une petite question sur justement l'annonce de la tracklist. Elle a fait. Voilà, ça a créé un engouement, tu vois, tout le monde avait envie de voir ça. Mais il y a certains internautes quand même qui ont soulevé le fait que c'était 100% masculin. Ouais. Qu'il n'y avait pas d'artiste féminine. Évidemment, je pense que c'est pas un choix de ta part. Absolument pas. Mais comment tu l'expliques ? Est-ce que c'est parce que justement, dans ta recherche de couleurs musicales, t'as pas trouvé une artiste féminine qui correspondait ? Comment ça se justifie, entre guillemets ? Je me permets juste de préciser, parce que tu dis internaute, notamment Angèle, qu'on connaît, qui est attachée de presse. Et je sais que vous avez parlé, parce qu'elle l'a dit. Elle l'a dit en story. C'est pour ça aussi que je me permets j'ai parlé à Tariq directement, et il m'a répondu d'une manière très claire. Donc je sais que vous avez une discussion aussi, et on peut citer Angèle en plus, avec qui on travaille. Bien sûr. Non, j'ai pas du tout pas trouvé d'artiste féminine qui collait à la DA. C'est juste que j'ai essayé avec 4 artistes et les timings étaient pas bons. Il y a même un morceau qui existe avec une artiste, mais elle m'a décommandé à peut-être 2-3 semaines du rendu des masters. Donc on n'a pas pu le mettre. J'ai discuté avec Lara Fabian. Par message, je te jure, je voulais faire un interlude piano-voix avec Lara Fabian. Waouh! À côté de quoi on est passé? Lara Fabian sur chaque jour, on a loupé ça. Peut-être sur le prochain, tu vois, mais en tout cas, elle était super chaude. Genre, elle m'a envoyé un audio, j'étais hyper surpris. Je suis ravi que tu m'invites et tout, j'étais comme un ouf. Waouh! Et les timings fonctionnaient pas. Ok, c'est des concours de circonstances. C'est ça. Okay. Et puis, je voulais aussi contacter Shai, mais je suis pas super proche de son équipe. Donc, c'était assez lointain, j'ai pas poussé. Tu vois, des fois aussi, je me dis, bon, c'est une personne avec qui j'ai jamais travaillé. Ouais. Peut-être à tort, je me dis, ça fait peut-être opportuniste de venir lui demander en premier de venir sur mon projet. Alors que, bon, j'avais un peu cette retenue-là. Mais ouais, c'est juste que j'ai pas pu avoir les artistes féminines que je voulais. Et je voulais pas rentrer dans le truc de je vais prendre une artiste féminine pour prendre une artiste féminine. Ouais. Parce que il fallait que ça matche artistiquement aussi, quoi. Ouais, puis même, je trouve que ça dessert le truc. C'est-à-dire que je veux pas prendre une femme pour sa condition de femme et j'ai pas besoin de le faire parce qu'il y a plein d'artistes féminines que j'aime. Oui, et pour qui essentialiser les artistes juste au fait qu'elles sont des femmes. C'est ça, et je trouvais ça nul et même ça va pour moi à l'inverse de comment dire de l'envie de mettre des femmes en avant et tu vois du côté féministe. Donc j'avais envie d'avoir des artistes, plusieurs, et j'ai pas pu les avoir. Okay. Donc, et même, tu vois, tu parles du trailer, j'aurais trouvé ça trop stylé qu'il y ait des meufs à la table. Ouais. Tu vois, et même, honnêtement, c'est pas pour me rattraper ou quoi, mais j'imaginais les mettre en avant d'une certaine manière. J'aurais trouvé ça trop stylé, charismatique et tout. Donc bon, on n'a pas pu le faire, mais c'est bien d'en parler en tout cas et qu'on éclaircisse ce point-là. Ouais, trop bien. Merci de me poser la question. Ça me permet de dire aussi publiquement parce que je pense il y a probablement d'autres femmes qu'Angèle qui se posent la question et c'est bien que je puisse te dire. Trop bien. Il y a un truc qui est intéressant, moi, à l'écoute de cet album, et c'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans un autre interview qu'on a pu faire, dans un podcast qui s'appelait BPM. Ouais, grand podcast d'ailleurs. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Où en fait, tu me disais à quel point tu sentais un décalage chez les rappeurs français sur les propositions que toi tu pouvais faire avec des Américains, sur cette esthétique très Maybach Music finalement que vous avez développé avec Street Runner, et que tu devais aussi t'adapter au goût des rappeurs français, toi en tant que, entre guillemets, je grossiterai mes prestataires de service, c'est-à-dire que t'es au service d'un artiste pour son album. Là, j'ai vraiment le sentiment à l'écoute de ce disque, sur des morceaux comme celui avec Zequin ou celui de Dinos Dossé, ou bien d'autres aussi, qu'il y a ce truc de j'aimerais que vous veniez dans mon univers musical à moi. Est-ce que c'est toi parce que tu as été force de proposition en disant c'est mon disque et venez, je vous invite à faire ça, ou est-ce que aussi tu penses que c'est aussi des sonorités, des esthétiques qui sont mieux comprises, mieux acceptées, sur lesquelles il y a moins de limites mentales, tu vas se dire ça fait pas trop quinri si on le fait, tu vois, sur le trait. Comment, je sais pas si c'est un équilibre des deux, je sais pas. C'est clairement un équilibre des deux. En fait, et ça rejoint ce que je disais avant, dans le sens, je vais trouver la bonne personne pour aller sur ce type de morceau. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, c'est ça aussi qui m'a poussé à faire le projet, c'est que j'ai pas à réfléchir différemment.
Et ça, c'est un des trucs duquel je suis le plus content et fier, c'est que on peut faire la musique qu'on a envie de faire à 100% en France. Et c'est pas une question de aux States on est mieux qu'ici. C'est juste, moi j'aime faire tel type de son et j'ai envie de faire tel type de son encore plus quand c'est mon projet. Donc non, ça allait dans les deux sens. C'est-à-dire que par exemple, tu me parles du Dinos Dossé, eux c'est des mecs qui sont bousillés de cette musique-là. Et d'ailleurs, je me permets, sur le dernier album de Dossé, t'avais produit un son très Maybach Music. Ouais, complètement. Et pour moi, c'est un des projets que tu fais en France, même vraiment dans ce truc-là poussé, je trouve. C'est avant 24, ouais. Donc ouais, je suis assez d'accord. Je suis d'accord, c'est un des premiers qui a vraiment cette DA et cet ADN-là. Et en fait, franchement, j'ai vraiment pas eu de difficulté à les convaincre sur quoi que ce soit. Oui. Et d'ailleurs, cet instru-là, pour le coup, c'est une instru que Dinos voulait pour son projet. Ok. Et ça s'était pas fait. Du coup, on l'a ressorti à ce moment-là. On écoutait plein de trucs et il disait, mais attends, on était en studio, il me disait, attends, il y avait celle-ci aussi. Ils la mettent, Dossier kiffe, Dinos kiffe. Et on dit, moi, je voulais faire un morceau comme ça avec eux. Donc on fait ça à ce moment-là. Et ouais, ça va vraiment dans les deux sens. Et ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que ça, je trouve, des exercices comme ça inverse le rapport de force. C'est-à-dire que comme on est tu parlais, tu vois, des interprètes, on est dans un genre musical qui est de facto, tu vois, dominé par des interprètes, les rappeurs. C'est toujours eux qui ont un peu la décision finale sur, même parfois c'est des choses qu'on entend, hein. Finalement, est-ce que tu peux changer ça sur l'instru, est-ce que tu peux changer ça sur l'instru. Là j'ai l'impression que du coup, je sais pas si ça va aller jusqu'à toi dire est-ce que tu peux changer tel mot. Je sais pas, tu vois, à quel point il y a cette forme de liberté là, mais en tout cas qu'il y a un peu un rapport de force inversé de dire en fait c'est moi qui suis un peu moteur sur ma propre musique, quoi, ce qui est pas forcément le cas quand on est compositeur, quoi. Ouais, c'est vrai. Et ils ont tous joué le jeu, ils ont tous accepté. Après moi mon but c'est que eux ils sont inspirés. Donc si je te joue un morceau une prod que je voudrais absolument sur mon projet mais que ça t'inspire pas, bien sûr, ça m'intéresse pas parce que ta performance au final on va le ressentir et ça va pas être ouf. Mais tu vois, le truc de changer des mots et tout, c'est un truc que je peux faire évidemment sur mon projet où je peux indiquer, tiens, là j'ai envie que tu parles de ça. Par exemple, je reviens sur Dinos Dossé, je leur ai dit, les gars, parlez d'argent. Je veux que vous parliez d'argent sur ce morceau. C'est ce que ça t'inspirait, la prod. C'est ce que eux m'inspirent, même de toute façon. Tout spectaculaire. Ils ont trop de sous. Mais non, en vrai, c'est une blague qu'on se fait souvent. Ouais. Mais excuse-moi. Non, je t'en prie. Mais oui, voilà, en tout cas, d'imposer une thématique, par exemple. C'est ça. Alors, je vais pas l'imposer, mais je vais leur suggérer. C'est ça. Et c'est hyper intéressant parce que sur l'album, justement, tout le monde s'est approprié chaque jour. Et c'est ce qui donne aussi, en plus des productions, une cohérence et un fil rouge entre tous les artistes. Il y a vraiment pas du tout le côté compilation de morceaux qu'on retrouve souvent dans les trucs de producteurs. Qu'on retrouve souvent. Là, pour le coup, il y a vraiment une homogénéité. Et c'est vraiment intéressant parce qu'ils se sont appropriés le truc. Il y en a, ça se voit, ils sont contents de le faire pour toi aussi. Tu vois, ils te citent dans les morceaux, comme La Fève le fait souvent aussi, tu vois. Et ouais, le terme chaque jour, j'ai l'impression que ça les a inspirés aussi, tu vois. Bah, j'ai cette impression, en tout cas, à chaque fois que je leur parlais du thème et de l'ambition du projet, ils étaient super réceptifs. Et ce que tu viens de dire, déjà, ça me fait vraiment plaisir. Et c'était vraiment aussi un des objectifs. C'est-à-dire que je voulais absolument pas arriver compile et que ça sonne comme si j'avais récupéré des chutes à droite à gauche de morceaux qui n'avaient pas fini sur des albums. Je voulais vraiment, d'ailleurs, tous les morceaux ont été créés pour ce projet. Donc, et je voulais que ça se ressente et je voulais trouver une cohérence dans le projet, faire moi peut-être pas tout ce que j'aime faire parce que forcément je fais 13 titres, donc c'est difficile de tout faire, mais en tout cas avoir une palette assez large et que ça reste homogène. Et c'est assez difficile à faire, surtout sur un projet multi-artiste, donc si tu l'as ressenti comme ça et que d'autres le ressentent, c'est vraiment cool. Il y a pas longtemps, il y avait Liélé ici, dans le code, et il parlait justement de La Fève, parce que Sandra, tu parles de La Fève qui cite Tariq, et c'est pas la première fois, et il parlait notamment de La Fève comme quelqu'un qui, selon lui, faisait beaucoup pour les producteurs dans juste le fait de les citer. Bon, il y avait le fameux Liélé Outro, tu vois, et j'ai le sentiment qu'effectivement de La Fève, et je dirais même moi, je pense que Damso, époque Ipséité, il y avait un truc très simple, mais qui était assez rare à l'époque, c'est qu'il citait le nom de tous les producteurs. Sur Twitter, quand il annonçait le track listing, il disait prod par un tel. Ce qui n'est pas un truc de fou, mais ce que les gens faisaient pas trop. Est-ce que tu as le sentiment que Damso, je sais pas si, parce que tu n'as pas travaillé avec lui, en tout cas, je le connais pas personnellement. Quelqu'un comme La Fève, ça, en tout cas, ce genre de move, ça redonne aussi un petit peu, comment dire, de la force aux producteurs, et que votre image, elle est, je vais pas dire redorée parce que vous avez jamais eu une mauvaise image, mais en tout cas vous êtes plus sur le devant de la scène qu'à une époque grâce à des gens comme ça qui n'hésitent pas à donner vos noms, en fait. C'est ça, c'est du statut en fait. Tu vois, et quand Feb il fait ça,
Jusqu'à présent, on parle de la prod, elle est luxueuse. Maintenant, c'est merci Tarek Azouz pour la prod, elle est excellente. Enfin, tu vois. Et Fèv, c'est un des mecs pour moi qui le fait le plus, si ce n'est peut-être celui qui le fait le plus. Même à un moment, genre, en vrai, on se tapait des barres, lui, moi, parce qu'il y a eu un moment, sur chaque morceau, peut-être même des morceaux qui sont pas sortis, il me dédicaçait, tu vois. Même, je crois, des morceaux où j'ai rien fait. J'ai même pas fait la prod. Non, mais c'était devenu limite une blague, je pense. Genre, je le regardais dans le studio et je me disais, mais encore, gros. Et on se tapait des barres, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir déjà quand il fait ça. Parce qu'en plus, il le fait de bon cœur et tout. Et évidemment que ça contribue. Ça contribue. Et même dans l'inconscient des gens. Tu vois, peut-être que les gens, ils se prennent même pas l'info, ils se le traduisent pas comme ça, mais tu vois, ne serait-ce que les gens, comme tu disais, qui me citent sur les morceaux de mon projet, que les mecs partagent, que les mecs viennent au repas, qui jouent vraiment le jeu et qui me traitent comme un égal. Tu vois, comme si, il contribuait au marketing d'un autre projet d'un album, pardon, d'un rappeur identifié vraiment, mais etc. Mais t'as gagné aussi, entre guillemets, ce statut-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas... mais il faut le gagner. Oui, voilà, c'est qu'en fait, t'as aussi fait, entre guillemets, tes classes, si je peux me permettre, pour, à un moment, quand tu passes un coup de fil à Dossé ou à la Fève, les mecs viennent, tu vois, et ça sort pas de nulle part non plus, quoi. C'est ça, et c'est un tout pour moi. C'est déjà, comme tu dis, faire tes classes et te prouver, entre guillemets, parce que pour moi, il faut mériter les choses, tu vois, tu peux pas non plus... tu peux demander le respect de base, évidemment, mais pour avoir des trucs en plus, faut déjà le mériter, et toute l'ambition du projet aussi, toute l'esthétique, c'est aussi pour eux, quand ils viennent, ils se disent « Ah ouais, c'est bien », tu vois. J'en parlais avec Dossé récemment, ça m'a fait hyper plaisir, il m'a envoyé un message pour me dire « Gros, là, la manière dont t'arrives, c'est trop méchant ». Et tu vois, j'avais envie aussi de qu'il y ait ce truc-là, parce que je voulais pas leur demander un service, en fait. Je veux que ce soit bénéfique pour eux de venir sur ce projet. Comme tu dis, que ce soit sexy, qu'ils se disent « Ah ouais, c'est bien ». On a envie d'en être. C'est ça, tu vois, je sors le trailer, exactement. Les mecs, ils ont pas honte de le partager, tu vois, c'est pas genre « Ah ouais, Bourbier, là, putain, le frérot, il est relou », tu vois. T'es fier de le mettre, peut-être même plus que ce à quoi tu t'attendais, tu vois l'effervescence qu'il y a, tout, tu dis « Ah ouais, bien », tu vois. Et même si je pense long terme, et si on en fait un autre après, tu vois, on aura fait ça, et je pense que pour convaincre des artistes de venir sur le prochain, s'il y a un prochain... C'est une vitrine, là. C'est ça, c'est une vitrine, et les mecs, ils disent, il y a une espèce de contrôle qualité qu'ils font, forcément, ils se disent « Ok, Tariq, c'était ça », c'est beaucoup plus simple, je pense, de les convaincre, et même de leur demander des choses, et ils te font confiance, tu vois. Peut-être qu'on peut aussi parler du coup de ce que c'est que d'être producteur et de sortir un projet comme ça. Et tu sais, il y a, je pense, beaucoup de questions, de fantasmes sur le travail. Je crois que tu dire sur moi, mais... Peut-être pas encore. Après la sortie du projet, j'en doute pas. Il y a un FC Tariq Azouz qui va pop, normalement. Mais c'est même bizarre qu'il n'existe pas encore. Mais non, mais tu vois, sur le travail de producteur, etc., il y a... D'un côté, c'est évidemment une place qui est essentielle, je veux dire, dans cette musique-là. De l'autre, on a parfois le sentiment que vous, alors pas Tariq Azouz ou Midsizer, parce qu'aujourd'hui vous avez un certain statut, mais vous, les producteurs, parfois vous êtes en bout de chaîne, tu vois, que ce soit on n'est pas en tête, dans la reconnaissance, dans la rémunération. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est encore le cas ? Toi qui es là quand même depuis longtemps et qui a aussi en plus la double vision française-américaine, est-ce que tu as le sentiment que les producteurs, vous êtes encore en bout de chaîne ? Parfois, tu sais, t'as des témoignages sur les réseaux ou même dans la vraie vie ou dans des interviews où tu dis, putain, il y a un décalage entre l'importance de ces artistes et leur reconnaissance. Est-ce qu'on en est encore là ? Alors ça, sur le truc du décalage, je pense que oui, on y est encore. Ok. Parce que, alors, sans rappeur, il n'y a rien, mais sans prod, il n'y a rien non plus. C'est ce que disait, il y a du slam. Oui, c'est ça. C'est exactement ce qu'a dit. Respect pour le slam. C'est exactement ce qu'a dit Medellin il n'y a pas très longtemps, un grand producteur aussi, dans un podcast chez Monte le Son, je les salue. Il a dit exactement la même chose. En fait, sans nous, c'est ça, on a besoin l'un de l'autre, tu vois, en vrai de vrai. On peut faire des albums instrumentaux aussi, tu vois, donc ça existe. D'ailleurs, Lil Chic, qui est producteur pour beaucoup de rappeurs de la nouvelle génération, qui sort. J'ai vu passer, comment ça s'appelle ? J'ai oublié le titre du projet. The Solution, ouais, ça, ouais. Parfait. Mais voilà, donc tu vois, lui faire un album instrumental et très bon producteur. Et comment dire, pour revenir sur le sujet, je pense qu'il y a un décalage qui existe parce qu'en vrai de vrai, on est aussi important que les rappeurs, à mon sens. Maintenant, sur la juste rémunération, le respect, etc., je pense que c'est du cas par cas. T'as des mecs qui... c'est de l'humain, en fait, tu vois. Il y a des gens qui sont de nature même pas respectueuses, tu vois. Donc, quoi qu'il arrive, ils te respecteront pas parce que c'est leur nature. T'as des mecs qui comprennent... On parlait de Fève, donc je reprends l'exemple de Fève. Évidemment, il y en a plein d'autres. À mon sens, tous les mecs sur mon projet, par exemple, c'est le cas, qui vont vraiment respecter
la production, les producteurs, et qui aiment même, qui ont ce goût-là, qui ont cette culture, qui peuvent te citer des producteurs. Je pense qu'il y a des rappeurs aujourd'hui, ils peuvent pas te citer 10 producteurs, même américains, tu vois. C'est vrai. Donc, je pense que c'est aussi une question de culture et d'intérêt. Les mecs qui ont de l'intérêt pour ça, ils vont te respecter et ils vont effectivement savoir la valeur que ça a et mettre de la valeur sur le truc, que ce soit d'un point de vue humain ou d'un point de vue financier. Et t'en as d'autres qui en ont rien à foutre et qui de toute façon n'en ont rien à foutre de base, donc tu peux monter, descendre, ça changera rien. Et même dans la démarche, t'en as certains qui valorisent pas forcément la production. Tu vois, moi ça m'est jamais arrivé, mais je pense vraiment que... T'as peut-être eu aussi des sons de cloche en discutant avec des confrères ou des consoeurs. Exactement, Voilà. on parle souvent. Donc Bien sûr. je sais par exemple que, je sais pas, un artiste X, tu vas lui dire 1 000 € la prod, disons, 1500, ce qui n'est pas non plus excessif, mais ce qui est correct, disons. Dans les prix du marché. Pour les prix du marché en parle France, voilà. au terme économique. Voilà, je parle en termes d'économie exactement. Il va te dire non, et il va préférer prendre moins bien pour 300 €. 200 €. Donc, ce qui va privilégier, c'est pas l'artistique, mais le financier. Ouais. C'est ça. Et pour gratter 1000 balles, machin. Et je pense même que c'est vrai pour des gros artistes, tu vois. Donc, voilà, je pense que c'est une question de position. T'as un peu tous les cas de figure. Mais je trouve que, mine de rien, on va dans le bon sens. À mon sens. Ouais, okay. Après, je suis peut-être aussi un privilégié parce que voilà, j'ai des passes droits sur certains trucs. Ou en tout cas, que tu as gagné encore une fois. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas gratuit non plus. C'est pas un Nepo Baby de la production. Non, c'est ça. Je suis pas une industrie pleine, tu vois. mais voilà, je pense qu'il y a un peu tous les cas de figure. J'espère, j'ai la sensation que ça va dans le bon sens. Il y a encore des efforts à faire. Mais en tout cas, si on regarde 10 ans en arrière et aujourd'hui, enfin, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, j'ai l'impression que ça va mieux. Parce qu'il y a aussi de plus en plus de prises de parole. Tu vois, j'ai la sensation là en fin d'année, il y a eu Dioscures qui a pris la parole, donc producteur pour Laylo notamment sur Trinity, qui a bossé également avec d'autres rappeurs, qui a ressoulevé le débat. C'est des trucs avec qui Skuna et tout. J'ai l'impression que tous les 6 mois c'est un peu des trucs, mais là d'un seul coup il y a des paroles fortes aussi qui sont arrivées, c'est-à-dire que t'as des confrères comme toi, comme Diaby, comme Twinsmatic, tu vois, des personnes qui sont plutôt discrètes en termes de communication, qui sur les réseaux ont dit ouais, effectivement, il y a quand même parfois un vrai enjeu pour nous de reconnaissance, de valorisation de notre travail. Et j'ai l'impression que ça, c'est un serpent de merde. Ça fait des années que j'entends parler, moi, d'organisation ou de syndicats des producteurs. Tu vois, quand tu me disais ça, j'y pensais carrément. Pour protéger un peu vos droits, pour valoriser le truc. Et puis aussi pour... tu vois, en fait, finalement, ce que tu parlais, je vais encore pas utiliser les termes économiques, mais tu sais, un peu de dérégulation parce que c'est un panier de crabes et parce qu'il y a des jeunes producteurs qui, en fait, eux, sont prêts à prendre 300. C'est ça, et je les blâme pas, je les comprends. Bien sûr, et en fait, à chaque fois que l'un de vous prend la parole là-dessus, c'est que personne ne blâme qui que ce soit. En fait, c'est le marché qui est comme ça. C'est aussi aux artistes de le comprendre, comme tu le disais très bien. Mais concrètement, pour vous, en tant que producteur, quelle solution il existe? Est-ce qu'il faut être signé en édition? Est-ce qu'il faut avoir des managers? Tu vois, c'est difficile pour défendre sa position, tu vois. Honnêtement, j'ai pas la prétention de savoir exactement ce qu'il faut faire parce que tu vois, signer en édition, pareil. T'as 1000 cas de figure quand tu signes en édition, ça peut bien se passer, ça peut mal se passer, tu peux t'entendre avec ton éditeur. Ça dépend avec qui tu travailles en termes de professionnalisme, etc. Donc t'as tellement ça peut aider effectivement, ça peut aussi te desservir. Donc franchement, la solution idéale, je sais pas si elle existe, tu vois. Honnêtement, faut juste peut-être continuer d'en parler, d'éduquer, et puis aussi de se battre pour certains trucs. Et communiquer entre vous aussi, peut-être. Il y a peut-être un truc aussi d'échange. J'imagine que vous avez peut-être, je sais pas si vous avez des groupes, je fantasme peut-être des choses, mais en tout cas de communiquer entre vous. Voilà, c'est ça. Avec tous les il y a un groupe qui existe, où il y a... Non, c'est faux. Je sais qu'il y en avait eu un au moment du confinement, c'était, comment il s'appelle déjà, Ghost Killer Track, parce qu'il avait fait une compétition. Oui, je me rappelle très toi aussi. Non, j'ai pas participé. Il y avait une espèce de compétition là. Ouais, c'est ça. Et je sais que du coup, ça avait pu un espèce d'événement comme ça un peu informel au départ, ça avait pu créer des liens et renforcer ce truc de communication, de se parler entre vous pour aussi défendre vos droits en tant que... Tu vois. Complètement. Après, on prend l'exemple, imagine un mec, il a pas eu de placement depuis 1 an. D'un coup, il y a un gros artiste qui vient, il lui propose 500 balles la prod, mais c'est un gros artiste, il sait qu'il va pouvoir faire gagner sur les éditions. Ouais. Mais le mec, il va prendre. C'est normal, tu vois. Il y a un moment, il y a la réalité de la vie aussi. Bien sûr. Et moi, je suis dans... Alors, je mets le respect avant toute chose, mais je préfère aussi quelque chose de petit que zéro. Tu vois, parfois, il y a même plein de fois où je l'ai fait, bon là c'est d'autres cas de figure, où c'est avec des tout petits artistes, en tout cas des petits artistes en développement, peut-être pas des tout petits, mais... Tu proposes pas le même prix pour un artiste en développement. Bien sûr, je peux même y aller gratuitement en vrai de vrai, si ça me parle vraiment artistiquement. Bien sûr, parce que c'est aussi ça, c'est de l'humain, c'est des coups de cœur, c'est de la sensibilité, quoi. C'est ça, à partir du moment où ça me parle, j'y vais. Tu vois, par contre, je veux juste que ce soit juste. Et c'est là que la question du respect entre en ligne de compte. Quand t'es un artiste qui vend, qui fait 5000 streams en première semaine, tu vois, que tu me proposes 200 €, je me sens pas... c'est déjà énorme en vrai. C'est déjà énorme et il n'y a pas de manque de respect. Je peux même te dire, c'est quoi, garde-les. Mais quand tu fais
30 000 ventes en première semaine et que tu proposes à un mec 300 €, là, il y a une notion de respect qui n'existe plus. Bien sûr. Donc voilà, c'est de la dignité, c'est du respect, etc. Et je fonctionne comme ça. Petit budget, petit artiste, petit budget, petit paiement, pas de souci. Grand artiste, grand budget, grand paiement. Tu vois, on parle de rémunération, de payer une prod. Et oui, effectivement, c'est important pour des questions de respect, mais en réalité, et là je dis ça de manière très naïve parce que franchement, c'est des choses que je connais pas. Est-ce que c'est pas le prix de la prod qu'on parle de 200 ou de 1000 €? Est-ce que c'est pas minime par rapport à ce que finalement tu gagnes derrière en point? Enfin, finalement, la rémunération d'un producteur, est-ce qu'elle ne joue pas surtout sur ce qui se passe derrière, sur la vie du morceau, ce genre de choses, même si ça veut pas dire qu'il faut ne pas être payé pour la prod, bien évidemment, sûr, bien sûr. mais est-ce que c'est pas finalement parce qu'on parle beaucoup de ça sur les réseaux, tu vois, parce que les gens finalement sont pas, et c'est d'ailleurs normal, ils sont pas forcément experts sur les points, les éditions, etc. Bien sûr. Donc on parle de j'ai été payé 100 balles ou 200 balles, mais est-ce que finalement le jeu il est pas essentiellement ailleurs sur la rémunération d'un producteur? Pour moi, je suis 100% d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où tu t'en fous limite du paiement que ça y est, tu commences à bien gagner ta vie. Parce que tu sais que tes éditions, ça commence à bien se passer. Tu vois, et tu sais que bon, là, ils m'ont filé 500 €, j'aurais pu avoir 1005, mais je suis pas, c'est pas ces 1000 € là. C'est pas ça que tu vas, voilà. C'est pas ça qui va faire la diff. Parce que, tu vois, quand t'as besoin de ces paiements-là, c'est que t'es pas encore à l'aise et bien installé financièrement, je parle, tu vois. Alors que si tu prends, admettons, je vais dire plusieurs noms parce que je connais pas les tarifs de ces SDM, jamais bossé avec lui. Tu fais un SDM ou un Nino, même si donne 100 balles, même si donne 100 balles, voilà. Mais tu fais Quartier Santos. Eh oui. Frérot, qu'est-ce que tu t'en fous? Même il te donne 2000, ça change pas grand-chose. Tu vas tellement mieux récupérer sur ta SACEM que ça change pas énormément. Après, c'est juste une question de respect. Bien sûr. C'est une question de ça traduit quelque chose si une personne qui vend autant te dit 100 €. Et sûr. Encore une fois, je connais pas du tout les prix de ces gens-là. Non, et puis bien sûr. Voilà. Et en plus 100 balles, je suis pas sûr que ça existe à ce niveau-là. Je sais même pas, le plus bas que j'ai vu, je crois que c'est 200 balles. 200 ou 300 balles. Dans les échos que j'ai eu, je crois que c'était le plus bas que j'ai entendu. Sans nous donner les chiffres, est-ce qu'on peut savoir quel est le morceau qui te rapporte le plus d'argent? C'est Godid. C'est Godid. C'est Godid. Ok, putain, Godid, t'as fait Godid, Tariq. Ouais, grâce à Dieu, merci. Tu dois bien dormir la nuit grâce à ça. Ça va, mais après les chiffres, ça me fait tourner la tête, j'en dors plus parfois. Tu vois, mais non, franchement, c'est celui-là. Ok. Godid, c'est un cas intéressant, et c'est assez représentatif de ta musique. C'est une musique qui est très riche musicalement, tu vois, qui s'inspire beaucoup de la soul music, tu vois, de cette soul très épique. C'est aussi, tu vois, ton collaborateur aux États-Unis, justement, qui est dans ce style-là, Street Runner. Et donc, ça pose aussi la question du sampling. Il y a toute une évolution en fait là-dessus sur le sampling ces 15 dernières années parce que c'est devenu de plus en plus compliqué, que parfois les ayants droit sont très gourmands. Dès que tu commences à sampler du master, c'est-à-dire vraiment la version telle quelle, c'est compliqué. Et donc on a vu que cette économie-là, elle s'est transformée. Tu vois, avec ce qu'on appelle des loop makers, c'est-à-dire des producteurs qui ne font que ça. Il y a une espèce de chaîne en fait de création qui s'est créée avec des gens qui ne font que ça. Industrialisé. Exactement, avec des gens avec qui d'ailleurs tu as pu travailler. Je pense à comment il s'appelle déjà Mighty Max. Ah Max, oui, bien sûr. Exemple, Max, oui. Il peut faire, je crois, aussi des choses comme ça, non? Max, oui. Alors, avec Max, qui est d'ailleurs présent sur le projet, on fait très souvent des samples ensemble. Voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouve, on crée un sample. Après, vraiment, je dis ça encore une fois, en toute humilité, on essaie vraiment de pas créer une loupe, mais vraiment un sample. Oui. Et c'est presque des morceaux entiers. Et après, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez tirer de ça en termes de texture, en termes de mélodie. Ce que j'aime faire, c'est on fait ça ensemble. Et limite, je bosse une semaine après. Et je le traite vraiment comme un sample. Comme si c'était un morceau qui était sorti dans le commerce et qui existait. Et ouais, avec lui, on a fait plein de trucs. On a fait le Boogie Eminem, on a fait 24 ensemble. Tu vois, on travaille souvent avec Isolt qui nous fait des voix. Ça, c'est hyper intéressant, ça, d'ailleurs. Ouais. Isolt, quand elle est sur Paris, on se voit, elle passe chez Maxime. Et souvent, lui et moi, on prépare des choses en amont. Et on lui fait chanter des trucs au-dessus, elle fait des vocalises. Et par exemple, sur 24, c'est ses voix à elle, tu vois. Le son de la fève, c'est elle qui fait la voix lead au-dessus là. Il y a un Lafèvre Iseult, donc au Roland Gamos, Lafèvre Iseult, ça marche. C'est toi qui décides, c'est toi qui fais les règles. Ça marche, voilà, sachez-le. Voilà. Mais si tu veux même, elle fait les voix sur 500 aussi. Elle fait des background vocals sur 500. Avec ça a été dit ça quelque part ou ça doit être dans les crédits. Mais je sais pas si ça a été dit. Oui, mais les gens ne lisent pas les crédits. C'était un scoop. 24, je crois pas que ça a été dit en tout cas. Et sur ton album aussi, c'est ça, il y a aussi des voix féminines qu'on peut entendre, c'est Iseult par exemple. Iseult, elle a des voix sur 4 ou 5 morceaux. Et d'ailleurs merci à elle parce qu'elle prend, tu vois, elle a un emploi du temps de fou, mais elle prend du temps, elle vient chez Max, on fait des samples ensemble et tout, et franchement quand tu fais des samples instrumentaux c'est top et tout, mais quand t'as une voix et surtout une voix comme ça au-dessus, surtout pour ce qu'on aime faire, le côté soul et tout,
C'est incroyable. Vraiment, il y a une grosse différence. Grosse différence. Est-ce que des fois ça te chatouille? Est-ce que tu réécoutes par exemple des trucs de soul? Tu vois, je sais pas si tu as cette curiosité, cette envie ou ce goût-là, tu vois, d'écouter des trucs. Des fois, tu te dis, putain, j'aimerais bien y aller, mais je sais que ça va être une galère. Et donc, tu préfères aujourd'hui être autonome et travailler avec des loopmakers et des musiciens instrumentistes, tu vois, que tu connais bien. Et voilà, quoi. Non, franchement, si le sample me plaît, j'y vais. Après, il y a certaines artistes, certains, j'ai pas de mec en tête, mais il y a forcément, donc il y a certains artistes qui ne clearent pas. Donc là, j'y vais pas parce que je sais qu'ils ne clearent pas. Genre Anita Baker, elle clear pas. On avait un morceau d'ailleurs pour l'anecdote, je crois que je l'ai jamais dit, de Yo Gotti featuring Nipsey Hussle sur un sample de Anita Baker. Et elle a pas clear et le morceau est jamais sorti. Wow. Ouais. Alors qu'on explique clearer, en fait, c'est déclarer qu'on l'a utilisé et donc obtenir l'autorisation. Parce qu'il y a plein de choses. Il y a à la fois payer des droits financiers dessus, mais il y a aussi parfois du droit moral. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui peuvent dire en fait, je ne veux pas que vous l'utilisiez du tout parce que j'aime pas ce que vous en avez fait. Quoi. Voilà. C'est ça. Et si je reprends Yo Gotti, il y a un morceau sur son album Untrapped. L'intro s'appelle Trapped, du coup. C'est un sample gospel. Et. Donc gospel, donc c'est des gens croyants, etc. Bon, Yo Gotti disait quelques folies dessus. Ils ont dit, on est OK pour que vous utilisez le sample, par contre, on veut pas qu'ils disent fuck. Juste, faut pas mettre ce mot-là. Tu vois. Et donc, t'as des fois des trucs comme ça où il n'y a pas le droit de dire tel mot, il n'y a pas le droit de dire tel truc. Ce qui était arrivé, par exemple, un grand cas connu, c'est Coolio avec Gangsta's Paradise. Pour obtenir le droit Stevie Wonder, il fait OK, mais tu dis pas de grossièreté dans mon morceau, par exemple. Ça peut arriver, ce genre de cas de figure, quoi. Donc, mais c'est intéressant, voilà, comment cette économie-là s'est transformée avec des loopmakers ou des gens comme toi. Et je crois que Lil Chick, dont on parlait tout à l'heure pour son projet instrumental, il est aussi dans cette configuration-là de créer ses samples lui-même pour, voilà, recréer un peu de chaleur, de grain, de quelque chose, tu vois, qui renourrisse la musique, quoi. J'aimerais qu'on parle quelques minutes de Tiako là. Parce que j'en ai déjà parlé ici, je trouvais son année 2024 incroyable et je trouve qu'il est en train de créer quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire qu'en fait d'être à la fois potentiellement je pense qu'il peut être la plus grande star de ce pays musicalement s'il le veut et qu'il le fait bien, tout en ayant une exigence de fou. BDLM Volume 1, je trouve que ça, je vais pas dire ça crée un genre, c'est faux, mais en tout cas ça installe quelque chose, tu sais, en mode ok, maintenant c'est à nous, tu vois, et on arrive, tout en sortant un projet comme X qui peut aussi, je pense, désarçonner certains de ses fans qui veulent un Tiako là peut-être plus dans la mélo et plus dans le tube, mais tu sens que lui il a aussi envie d'être en prise avec une autre école de rap. Toi, tu le rencontres à ce moment-là sur X, dans non, ce pas avant, sur la Mellow Gangs. Sur la Mellow Gangs, ok. Comment, pour moi en fait c'est comment dire, c'est un peu un cas à part. Dans le sens où j'ai l'impression Tiako ou X et du coup X en fait quelque part, mais Tiako dans le sens où pour moi c'est presque, tu sais, une forme de, je sais pas moi, d'élu quoi. Il peut mettre tout le monde d'accord. Oui, pour moi il peut mettre tout le monde. Exactement. Il y a un truc. Comment tu vois ça et comment est-ce que tu vas dire que tu viens juste de dire que c'est facile de bosser avec lui en studio. J'ai l'impression, moi, tu sais, que en interview, tu sais, il est assez discret, etc. C'est pas celui qui s'y penche le plus, mais tous les gens qui travaillent avec lui me disent qu'il a une vision très claire de ce qu'il veut, très clairvoyante de ce qu'il est. Comment c'était juste de bosser avec lui, parce que pour moi il a vraiment une place à part, je trouve, dans ce milieu-là. Bah franchement c'était mortel. Déjà humainement, tu vois, on s'est rencontrés au moment de la Mellow Gangs. T'étais surpris justement du fait qu'il veuille aussi faire des choses différentes de ce qu'il avait fait. J'étais méga surpris. J'étais méga surpris quand il vient me voir avec ce truc-là. Il me dit voilà, je veux que ça soit produit par toi, Liélé, Ikaz. La vision quand même. C'est ça, mais de ouf. On va partir à Berlin, on va faire une semaine là-bas, et après on est reparti à Bruxelles, tout ça. Et quand il me donne la vision, déjà je savais pas qu'il avait toutes ces refs-là. Parce que lui, c'est un bousillé de Young Thug, de Future, de Gunna, tous ces mecs-là, tu vois. Et franchement, moi, j'aimais beaucoup déjà sa musique, mais quand on s'est rencontrés, qu'on a discuté, je me suis dit, ah ouais, il n'y a vraiment pas de hasard, en fait. Ok, t'es vraiment un passionné. Et voir un mec comme ça, au niveau où il est, être aussi passionné et prendre le risque de faire un X, et juste être sincère et spontané, et dire, j'ai envie de faire ça à l'instant T, donc je le fais, j'ai trouvé ça incroyable. Et ça m'a... J'avais pas perdu espoir du tout, mais je me suis dit, ok, j'aime vraiment ce que je suis en train de voir et d'entendre. C'est incroyable que ce mec-là puisse faire ça, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Qu'un mec à ce niveau-là nous appelle nous trois et ils nous disent, ok les gars, on va faire X, tu vois. Et puis après, dans la relation de travail, c'est mortel, parce que comme je te dis, lui, il a un très haut niveau, mais le mec qui t'écoute, tu lui dis, non, tu vois, ce que tu me disais, Raphaël, non, mets ce mot-là plutôt, dis-le de telle manière. Le mec, il t'écoute direct. Ça veut pas dire qu'il va faire ça, qu'on va garder ça, hein, mais il le tente. Je dis, ouais, gros, le bac, fais-le plus comme ça, une voix aiguë. Il te le fait. Qu'il soit ouvert comme ça aux suggestions, même en étant au statut dans lequel il est. C'est ça, mais au-delà d'être ouvert, il est demandeur carrément. Ça, c'est bien. Moi, je me rappelle, à Berlin, il était en mode, les gars, dites-moi. Dites-moi si on est dans le bon, dites-moi si je tente un autre truc, tout ça. Et après, une fois qu'on a toute la matière,
pareil, en bonne intelligence, on discute entre nous. Ouais, je pense que ce bac-là, il est mieux. Je pense que ce truc-là, il est mieux. Je pense que là, l'instru, on peut la changer là. Tu vois. Et ouais, franchement, c'était une de mes meilleures expériences en studio et tout. Déjà, on s'est tapé des barres de ouf. C'était archi marrant, c'était archi bienveillant. Et trop fier d'avoir fait le projet et tout. Et puis même de le sortir en surprise comme ça. Ouais. Tu sais, nous, on est là, on est à Berlin, on est à Bruxelles, on se dit putain, quand on va leur envoyer ça, ça va être une dinguerie, tu vois. Ouais. Et voilà, quand le clip de X aussi, il le sort, tout le monde kiffe. C'était un moment. Et ouais, c'était un moment. C'est vraiment, vraiment, vraiment que du positif, ce truc-là. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pour la sauce à l'époque. Et pour moi, à ce moment-là, tu avais vraiment la vision du OK, le producteur français qui produit pour les Quinry. Même si tu avais déjà fait des Français, mais en gros, c'était un peu ça. Aujourd'hui, c'est différent et tu l'as dit, tu as de plus en plus envie de bosser en France. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire. Tu vois, produit pour Jay-Z et Rick Ross en fait. C'est l'argent qui me motive un peu dans tout, hein, de toute façon. Justement, non, parce que j'ai l'impression, attention, que je me trompe. Attention en France, hein. Okay. Attention gros. Non, je dis pas qu'il n'y a pas d'argent, mais bêtement, tu vois, on vient de dire que le morceau qui te rapporte le plus d'argent, c'est God Did. Donc j'imagine qu'effectivement, quand tu arrives, alors c'est pas tous les jours que mais quand tu fais des morceaux comme ça, forcément l'impact il est toujours plus grand que n'importe quel morceau que tu peux faire en France, enfin à part si tu fais un giga-tube encore. Bien sûr. Donc c'est pour ça, tu te dis, si t'étais, je pense, drivé par l'argent, t'aurais peut-être envie de refaire des God Did ou des trucs comme ça. Oui, mais j'ai envie d'en refaire, mais pas déjà pas forcément pour l'argent, mais bien sûr, même si c'est important, tu vois, juste pour l'histoire, c'est ça. Mais franchement, déjà en France, honnêtement, tu vois, on parlait d'édition tout à l'heure et on se disait, on s'en fout peut-être du paiement. Je te jure que gros, en France, ça génère de l'argent, hein, quand t'as des éditions et tout. En plus, moi, j'ai pas un survêt de Céline, ça coûte un peu. Hein, je sais pas. C'est 2 balles, c'est rien. Il l'a dit. Ouais, c'est sur Internet. Oui, c'est vrai. Mais non, franchement, quand tu commences à avoir une masse de morceaux et tout, et que ça stream, franchement, gros, tu t'en sors très très bien. Hein. Et en plus, moi, j'ai pas d'éditeur, je suis en gestion, tu vois, je suis chez Cobalt Music. Donc voilà, je touche mes trucs, mais non, vraiment. Mais c'est pas pour l'argent. Voilà. Mais vraiment, tu peux déjà bien gagner ta vie en France. Et en fait, j'ai jamais pas voulu travailler en France, déjà, premièrement. Oui. C'est juste que j'étais tellement concentré sur les États-Unis que tu sais, des fois, t'es dans ton tunnel. C'était un concours de circonstances, ta rencontre avec Street Honor dont tu parlais tout à l'heure, qui ensuite a été une co-transmission avec Mick Mill, Cormega, et ça. On s'arrête pas, on est en tunnel, tu vois. Et en vrai, ça faisait un moment que je me le disais et que je me disais, putain, j'ai envie de travailler en France quand même et tout. Et à chaque fois que des trucs venaient vers moi naturellement, je les faisais. Sofiane, Alka, Dossé, tu vois, YL. Oui, t'étais pas fermé. Non, j'ai jamais été fermé, mais je pense que j'avais un peu l'étiquette peut-être de il s'en fout, pas négative, hein, mais genre il bosse avec Lil Wayne, qui s'en bat les couilles de nous, entre guillemets, tu vois. Et donc j'ai vraiment voulu casser ce truc-là, et ça a commencé avec Les Flammes, du coup 2023. Ouais. Les premières en fait. Et t'as été le premier gagnant. Et j'ai été le premier gagnant. Puisque c'était la première catégorie de cette première édition. Exactement. Et j'étais hyper content de gagner. Et je devais pas être là. J'étais à Atlanta, mais j'ai pris un billet d'avion. Je me suis dit non, faut que j'y aille parce que justement, comme j'ai cette étiquette, il faut que je me la retire. Et si je gagne et que je suis pas là, c'est vraiment, tu vois, c'est horrible. Prix remis par Thérapie en plus. Ouais. Ça m'a j'ai trouvé que symboliquement, j'ai kiffé. C'était chambé. Et même après, on a discuté et tout. Il m'a donné de la force de ouf. Franchement, ça m'a vraiment touché tout ce moment. Vraiment, vraiment. Et en fait, je regardais déjà tous les artistes présents. Je regarde les scènes. Les scènes, moi, je les ai trouvées mortelles. Tu vois, je vois Shai, je vois Kalash, incroyable, Gazo, Damso. Déjà, je trouvais ça mortel qu'ils fassent une première du morceau en live comme ça. Je trouvais ça super carré, super stylé. Je vois Tiako et je me dis, mais moi, je suis un ouf. Tu vois, il y a tous ces mecs-là, je suis fan en fait. Genre, j'aime vraiment ce que je suis en train de voir. Je kiffe. Et je me dis, mais gros, tu fais même pas partie de ça, mais t'es un malade. Et à partir de là, Les Flammes, cette soirée-là, ça a été un vrai déclencheur. Vrai déclencheur dans les deux sens, dans mon sens et même dans le sens du game qui est aussi venu vers moi. Et moi, comme j'allais vers eux, bah ça, tu vois, on enchaînait avec tout le reste, tu vois. Mais je me faisais la réflexion depuis un moment. C'est pas à partir des Flammes que je me la suis faite, mais vraiment, ça a été, je veux pas abuser, mais un espèce de mini électrochoc de, mais en fait, t'es fou. Toi, t'es vraiment fou. Faut vraiment que tu t'actives là-dessus. Et donc, je me suis activé. Les gens aussi se sont activés vis-à-vis de moi. Je pense que le fait de me voir aussi, ça a peut-être changé un truc. Bien sûr. Et voilà, hein, tu vois, tu rencontres une personne. Je crois que dans les premiers, c'est. Bon, j'étais déjà branché avec La Fève avant Les Flammes, comme on bossait déjà ensemble sur 24. Mais je crois qu'un des premiers, c'est Cherko qui m'envoie un message pour bosser justement sur la Mélo Gangs. Et donc, on se branche comme ça. Et puis, une connexion en entraîne une autre, etc. Cosé me dit, bosse avec Rally. Donc, je bosse avec Rally, machin. Et voilà, et on enchaîne. On fait le P avec Oumar. Dinos Dossé, enfin je dis Oumar parce que c'est lui qui m'appelle, et voilà, et tu vois, je pense que je suis de plus en plus visible aussi dans le milieu français, dans le paysage et tout, donc les gens se disent mais on peut l'appeler, il est accessible, tu vois, et voilà, ça crée un espèce de cercle vertueux, et moi j'embrasse tout ça, donc voilà, ça s'est fait comme ça en gros. T'as produit pour Jay-Z, pour
pour Ekros, pour Lil Wayne, et je sais que pour toi, plusieurs fois. C'est plusieurs fois. Ah, je l'adore. C'était pas un coup, tu vois. C'était pas un coup. En toute humilité, mais quand même. Tu vois. Plein de fois. Mais, et je sais que pour toi, dans ton parcours d'auditeur déjà, c'est un peu une sainte trinité, tu vois. Moi, c'est mon top 3. Je sais, tu me l'avais dit, je crois, dans le code. Est-ce que du coup, maintenant, peut-être notamment en France, vu que maintenant tu y es encore plus, est-ce qu'il y a des gens comme ça, tu dis, j'aimerais cocher cette case? Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Bah, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit SDM, ça en fait partie. SDM, Nino, je vais en oublier, un SCH. Ouais, c'est vrai que t'as jamais bossé avec Nino. Ouais. Nino, j'ai des idées de ce que j'aimerais faire avec lui. T'as un Nino sur de la Maybach Music. Ouais, wow. J'achète. Ah oui, j'achète. Le Nino, tu sais, de fait très entrepreneur qui parle d'acheter des chevaux et des entreprises là. Je suis dans celle-là à mort. J'ai un peu envie d'entendre ça. Ouais. Il y en a plein, tu vois, franchement, il y en a plein, j'en oublie. Bah, Shai, il y a des tonnes. Ouais, donc finalement, il y a tout un terrain en fait que t'as envie. Là, j'ai commencé à bosser avec Zola, tu vois. Ouais, ok. J'ai envie d'aller sur des trucs aussi où on n'attend pas forcément, mais qui, à partir du moment où ça me parle, oui, c'est ça. Mais ouais, il y en a plein, franchement, il y en a plein. Et donc, effectivement, le projet commun que tu as annoncé avec Lara Fabien aussi. Ça, avec Lara, oui, bien sûr, qui arrive on en parle à 18 mai, je crois. Si c'est un vendredi, les gens vont y croire. Ouais, c'est ça. T'imagines, le truc à c'est la renaissance grand public de Lara Fabien grâce à Tarek Azouz. Ça, c'est victoire de la musique 2026. Featuring Zola. Et victoire aux Jeux de ma mère aussi, ce serait incroyable. Bon, ça fait un moment qu'on discute. On arrive au bout de cette discussion. Est-ce que vous avez des points à aborder, des derniers points? On a fait le tour de plein de questions. Tariq, c'était un plaisir de t'avoir. Merci, c'est un plaisir. Chaque jour, premier album, 31 janvier. Et pas le dernier. Pas le dernier, j'espère. Oui, il y en aura un autre. Virgine m'a déjà parlé d'options, mon après ça c'est autre chose. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir et merci pour la sincérité aussi, tu vois. Et la générosité aussi de tout raconter, c'est important. Merci exactement. Un morceau préféré sur le projet ou c'est trop dur? Tu vas me faire des problèmes là, toi. Mais il y a que Big Body qui est sorti, donc Big Body pour le moment. Très bien. Bon, merci beaucoup, merci Sandra. Merci Sandra, tout n'importe quoi. C'est pas grave. Merci Raph. Voilà. Merci Tariq. Merci à toute l'équipe et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci.